Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle de la méthodologie de l'entraînement en concours complet d'équitation. Et pour ça, je reçois Arnaud Boiteau. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Arnaud, tu es écuyer du Cadre Noir, mais tu as un long palmarès en concours complet, puisque tu es champion olympique par équipe au JO d'Athènes. Tu participes 3 fois au championnat du monde en 2002, 2006 et 2010, et 5 fois au championnat d'Europe, avec à noter aussi un podium aux 5 étoiles de Pau et deux podiums, je crois. De participation à badminton. Oui. À badminton. Un badminton qui fait quand même référence dans la discipline. Alors, sur notre sujet, je voudrais déjà qu'en introduction, on définisse un petit peu les notions générales de l'entraînement et de la performance en concours complet. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces points, sur ces notions ? L'entraînement, c'est un peu le pain quotidien de tous les sportifs. Il n'y a pas de performance de qualité qui puisse être produite sans un entraînement correctement mené. L'entraînement est un amplificateur de capacité pour obtenir la meilleure performance possible. Et l'entraînement sert à créer de la performance. Donc, c'est vraiment crucial dès lors qu'on s'intéresse un peu à la compétition et en gros qu'on a envie d'être le meilleur. En équitation et en général, l'entraînement prend une mesure un peu singulière parce que... On a 2 athlètes. Il y a 2 athlètes. Il y a le cavalier, puis le cavalier est un peu l'entraîneur de son cheval. Donc forcément, le cavalier, probablement plus qu'un autre sportif, doit essayer d'endosser autant qu'il le peut l'habit d'entraîneur et donc de s'intéresser un petit peu de la façon dont on l'organise sur le plan de la méthode pour être le meilleur possible, tout simplement. Rajoutez aussi que pour le cavalier, 2 concours complets. Oui, on a vraiment une discipline particulière. Discipline complète, comme son nom l'indique, avec des fondamentaux, des principes d'action qui sont importants en termes de nombre, et des attendus sur le plan de la performance et des habiletés motrices à développer, notamment, qui sont très différentes, voire presque antinomiques parfois, si on évoque l'idée du rassemblé en dressage avec l'idée du galop rapide à forte amplitude et déplié sur le cross. Ouais. Donc ça veut dire que si le cavalier de concours complet n'a pas une vision juste de sa discipline, juste de son cheval, et forcément, par voie de conséquence, juste de son entraînement, alors la performance s'annonce délicate à obtenir. Maintenant qu'on a défini ces notions de base, on va rentrer un petit peu dans la définition de l'entraînement, les principes généraux, les spécificités qui concernent le couple cheval-cavalier. En gros, de quoi a-t-on besoin pour performer ? Alors, je pense qu'on ne coupe pas à quelque chose qu'on ne fait pas toujours quand on est cavalier, parce que peut-être on n'est pas trop sensibilisé, peut-être on n'a pas trop le temps, peut-être on n'y pense pas, etc. Mais c'est d'avoir déjà une première analyse, réflexion sur sa propre discipline. De se dire, dans un premier temps, on parle de logique interne de la discipline. Quels sont les attendus de ma discipline en termes d'habileté motrice à développer avec mon cheval, moi-même, le cavalier, et en couple. Donc, par exemple, on peut évoquer en dressage l'idée de capacité, par exemple, du cheval à se déplacer de côté, latéralement, quand on parle d'appuyer, de cession à la jambe, etc. En cross, on va être sur capacité du cheval à sauter à haute vitesse un obstacle de cross. Pour le cavalier, ça va être en capacité d'encadrer son cheval face à un obstacle, par rapport à un obstacle, maintenir les forces propulsives de la bonne manière pour que le cheval saute à un endroit précis et du mieux possible. Ça, c'est un certain nombre, et parmi d'autres, d'habiletés motrices qu'il faut bien énumérer, bien identifier, de manière, après, à les incorporer intelligemment dans des séances, dans un processus d'entraînement. Ça veut dire qu'il faut bien formaliser ses besoins en matière de pratique avant de définir son entraînement. Voilà, exactement. Alors bien sûr, on sait à peu près ce qu'on attend en dressage, ce qu'on attend du cross, etc. Mais
peut-être de refaire un état des lieux de qu'est-ce qu'on doit être capable de faire, moi et mon cheval, ou mon cheval et moi, ça me paraît être une réflexion intéressante. Et puis, la deuxième réflexion qu'il faut avoir toujours en amont un petit peu de l'organisation de l'entraînement, c'est de se dire, alors là, on parle davantage de modèle de performance, c'est de passer en revue quels sont les facteurs de la performance. Les facteurs de la perf, c'est généralement les facteurs techniques, physiques, bioénergétiques, physiologiques, mentaux, environnementaux, bio-informationnels, etc. Se dire que de tous ces facteurs, quels sont ceux qui sont les plus impactants sur la performance? Et là, on va distinguer le cheval du cavalier. Oui, dans un premier temps, pour mon cheval d'abord, pour le cavalier ensuite. Alors, pour le cheval, personnellement, je pense que les facteurs techniques, donc l'habileté gestuelle du cheval en mouvement dans les 3 disciplines, et les facteurs physiques et bioénergétiques, physiologiques, considérant notamment que l'épreuve de cross sur ce plan-là est très exigeante, ces 2 facteurs-là, techniques, physiques, bioénergétiques mêlés, sont à mon avis au cœur du processus, dominés par le facteur mental. On dit souvent que si le cheval n'a pas mentalement envie de participer au projet commun, n'a pas la franchise, le courage nécessaire, ça ne peut pas marcher. Pour le cavalier, le facteur technique est très probablement dominant. On dit toujours que le facteur technique guide un peu les autres. C'est sûrement très vrai pour le cavalier. Pas oublier non plus le facteur mental, puisqu'on sait très bien que l'impact du mental sur la perf, aussi doué soit-on, est très important. Et moi, je rajouterais un facteur, et là, qui est très propre à l'équitation et beaucoup complet, c'est ce qu'on appelle le bio-informationnel, qui concerne le traitement de l'information ressentie par le système nerveux du cavalier. Et là, quand on parle de ça, on parle de quel est mon ressenti, quelles sont les sensations que j'ai au regard de ce que produit mon cheval à l'instant T. Et considérant que le cheval est un support de pratique vivant qui n'est pas doué de parole, si on n'a pas cette capacité à capter les informations via son corps, via son système nerveux, alors on aura une mauvaise analyse de ce qui se passe et les mauvaises réactions qui vont en face. Donc ce facteur bio-informationnel, j'en fais personnellement, pour le cavalier en général, et probablement peut-être un peu plus encore pour le cavalier complet, un facteur clé. Alors vous vous souvenez que ça, c'est un test d'incurvation, une bonne maîtrise de l'incurvation des chevaux. Donc, l'incurvation, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait les aides qui aillent en face, c'est-à-dire une jambe intérieure qui soit suffisamment respectée à la sangle, et puis beaucoup et tout autant le contrôle de l'extérieur pour éviter que le cheval n'écarte son épaule ou n'écarte les hanches, qui serait une manière un petit peu d'éviter le ploiement longitudinal ou latéral qu'on lui demande d'avoir. Donc c'est vraiment une histoire d'encadrement des aides. Donc là, on a un petit peu défini les besoins. Maintenant, on va essayer d'établir un programme, une méthode d'entraînement. Alors là, on va plutôt partir sur une saison. Comment est-ce qu'on va procéder ? Alors, on commence toujours par ça, c'est-à-dire qu'on a une vision un peu long terme. Alors, une vision long terme, ça peut être même des séquences de 4 ans. Quand un cavalier olympique envisage de planifier son entraînement sur une séquence longue, généralement, il raisonne en 4 ans, en période olympique. Généralement, on le fait plutôt pour une saison, et c'est plutôt assez logique. C'est périodiser pour organiser, en fait, son entraînement. Alors, dans un premier temps, il est très important de commencer par le fait de définir des objectifs. On place toujours, il y a un effet rétroactif un peu dans la démarche, c'est-à-dire qu'on place toujours des objectifs principaux. En complet, combien ? On va dire, allez, raisonnablement, 3-4 par an. Qu'est-ce qu'un objectif principal ? L'objectif principal, c'est par exemple la participation à un concours international, la participation à un championnat, etc. Et puis, par rapport à ces objectifs principaux, on va décliner sur ensuite des objectifs dits intermédiaires, des concours un peu plus normaux, de niveau moindre, qui vont permettre de s'inscrire dans la préparation des objectifs principaux dont on vient de parler. Très important de penser tout ça par rapport, à un diagnostic initial de son niveau,
de son cheval, niveau du cheval, niveau du cavalier, quel est mon niveau technique, physique, mental, et aussi tout simplement et basiquement de ce qu'on a envie de faire. Parce qu'il y a ce qu'on pense être capable de faire, puis il y a ce qu'on a envie de faire. Et l'impact de la motivation dans la réussite du projet est capital. C'est très, très important. Et là, c'est une réflexion qu'il faut avoir sur soi en amont de la définition des objectifs. Alors, une fois qu'on a bien défini ses objectifs, en accord avec son envie, effectivement, et les concours primordiaux qu'on a envie de faire et qu'on a en ligne de mire, on va séquencer le programme, c'est ça ? Alors, exactement ça. On va séquencer. C'est généralement ce qu'on dit quand on parle de planification de saison. Alors, planifier la saison, c'est découper la saison en cycles. La dynamique des cycles dans l'entraînement, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On peut isoler 4 types de périodes qu'on appelle des macrocycles qui vont en gros de 1 mois à 3 mois en durée pour les plus longs. Donc, on va être sur des périodes longues que sont des périodes dites de développement. On est sur une préparation physique et technique générale. Physique, on parle généralement du développement du foncier, de l'endurance. On va être sur de la mécanisation, de la gymnastique, travail sur la locomotion. Une deuxième période qui suit directement celle-là, qui est une période dite de pré-compétition, là on va être sur une préparation plus spécifique, aussi bien sur le plan physique que sur le plan technique. C'est une période qui va durer combien de temps, ça, à peu près ? Alors elle va être en moyenne, à peu près 1 mois. Donc plus dans le spécifique, on réduit un peu la durée de l'entraînement, mais on augmente un peu l'intensité. Et puis ensuite, on aborde la période dite de compétition. Alors là, c'est le cycle au milieu duquel, ou à la fin duquel, idéalement, doit se trouver l'objectif principal préparé. Alors là, c'est la période qu'on peut aussi appeler une période un peu d'affûtage. C'est-à-dire que là, on va être sur des intensités de travail qui sont relatives, où on confirme les acquis. C'est aussi l'idée de plateau de forme dans lequel on doit se trouver, davantage que de pic de forme, séquence qui dure à peu près 3 semaines, pendant laquelle les capacités et le niveau de forme du cheval et du cavalier sont optimisés et restent au niveau idéal, j'ai envie de dire, pendant un certain temps. Et puis, donc cette séquence-là dure à peu près 3 semaines. Et puis enfin, une séquence de récupération, puisque... c'est une phase importante, ça. Très, très importante. La récupération qui suit l'objectif principal et pendant laquelle, en gros, on dit souvent que la récupération, c'est un reset. C'est-à-dire qu'on fait un reset, on met tout en œuvre et de manière assez construite aussi, à base de repos intégral ou de repos dit relatif, c'est-à-dire avec le maintien d'une activité, pour que le métabolisme se régénère suite aux dépenses engendrées par l'événement qu'on a préparé. C'est une période vraiment de récupération, de régénération, de manière à entamer la séquence suivante. Alors là, on a vu ces cycles principaux là, que tu as évoqués, découpés en 4 grandes catégories. On parle aussi de séquences, ou de séances plutôt, non ? Oui, c'est ça. Donc bien retenir que ces cycles s'enchaînent à raison de 2, 3 fois ou 4 fois sur l'année, en fonction de ce qu'on a prévu. Et puis, quand on va creuser un petit peu plus et aller toujours un peu plus dans le détail, maintenant, on va aborder la notion de séance. Donc, on va construire à l'intérieur de ces cycles un enchaînement de séances en déterminant du mieux possible, par ce qu'on sait de son cheval, par son ressenti, etc., ce qu'on appelle les charges d'entraînement. La charge d'entraînement, c'est la quantité d'entraînement qui est capable d'absorber le cheval et le cavalier et le couple lorsqu'ils sont réunis. Alors, les séances, en gros, il y en a 5 types. Soit on est sur de la préparation physique à base de galop. Les galops, généralement, on distingue 2 catégories. Soit les galops dits plutôt de longue durée, mais peu d'intensité. On est sur un effort de type aérobie, donc en présence d'oxygène. On est sur une charge là qui est de 0 à 10 graduée, qui peut se situer autour de 7 à peu près sur 10. C'est très, très, très à la louche, mais ça permet de situer un petit peu. Soit on est sur un travail qui est un peu plus intensif pour travailler sur les voies lactiques. Et là, on va être sur des séquences plus courtes de galop, mais plus intenses, plus rapides. Et là, on peut monter sur une charge d'entraînement qui sera davantage autour de 8-9 sur 10 en termes de charge
d'impact sur le métabolisme. À côté de ça, on va prévoir des séances de dressage. Là encore, on peut isoler 2 types autour de la mécanisation de la gymnastique. On va être sur un impact environ de 4-5 sur 10, ou alors de la répétition de reprise, un peu plus énergivore, donc on va être sur 5-6. Les séances d'obstacles, ça va être soit des séances de mécanisation, où on va être sur, par exemple, du travail sur ligne, etc., amélioration du style sur le saut, on va être aux alentours de 5 sur 10, et ou enchaînement de parcours, 6-7 sur 10, selon évidemment toujours le niveau auquel on est, et le niveau de son cheval, etc., etc. On peut ajouter un 4e type de séance, que sont les séances dites d'extérieur, type trotting, terrain varié, assez peu sollicitantes. C'est un travail généralement qui est que aérobie, c'est-à-dire qu'avec un apport d'oxygène qui est suffisamment important pour que le cheval ne soit jamais en fabrication de lactate, ou très peu. Et puis, dernier type de séance, mais on a dit qu'elles étaient ô combien importantes, c'est les fameuses séances de récupération qu'il faut savoir intégrer de manière très régulière, intelligemment placée après les séquences intenses en termes de travail. Récupération, soit sur un repos total type paddock pré, soit sur une récupération davantage en mouvement type active, stretching, etc. Et sur là, une charge évidemment qui va être très faible sur 10, puisqu'elle va être de 0 à 2. L'avantage d'imaginer un petit peu ces séances et la charge d'entraînement qui y sont associées sous cette forme-là, c'est que par le jeu des additions, on peut quand même avoir une vision à peu près rationnelle de ce qu'on a créé en termes de charge sur une semaine, voire sur un mois, voire sur une séquence, voire même sur une année. Et de se dire que d'avoir une vision un peu distanciée de son entraînement. Qui permet de le quantifier. Qui permet de le quantifier, avec toujours ce spectre un petit peu de comment le vit le cheval, quoi. Voilà. Attention, Léa, de pas ramener ta main intérieure vers l'extérieur, hein. Ça, c'est un défaut qu'on trouve assez souvent, c'est que quand vous avez un petit peu de mal à les garder dans l'incurvation, vous les conservez sur la piste avec votre reine intérieure. Et c'est faux, c'est pas bon, ça marche pas, ça. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer la jambe intérieure, quitte à faire une petite session à la jambe vers l'extérieur, qui est une manière un peu de rappeler le cheval à l'obligation qu'il a de se tenir sur votre jambe intérieure. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'incurvation correcte possible. Alors, en parallèle de cette préparation physique et technique du cheval, il y a la préparation du cavalier aussi. Alors, évidemment, on parle beaucoup du cheval sur le plan notamment de la préparation physique, ce qui est logique, puisque, évidemment, celui qui galope, c'est quand même le cheval, hein, plus que le cavalier. N'empêche que, et maintenant, depuis de nombreuses années maintenant, on a mis au goût du jour l'importance de l'entraînement physique et mental du cavalier. Très souvent, le cavalier, c'est souvent un peu oublié dans le processus. Maintenant, il est beaucoup plus courant de voir des cavaliers de complet, j'ai envie de dire, encore plus, parce que voilà, la discipline sur le plan de l'effort est quand même objectivement plus contraignante. Penser à leur propre préparation. Donc, ça veut dire qu'envisager l'entraînement d'un couple en concours complet, c'est aussi envisager l'entraînement du cavalier. Alors, de quoi a besoin le cavalier ? D'avoir un foncier, une capacité au niveau cardio-respiratoire qui soit améliorée. Ça, c'est probablement peut-être le plus important, eu égard à l'effort du cross, qui est un effort plutôt long et parfois quand même assez intense. Assez intense, oui. 2, travailler sur un renforcement musculaire. On parle souvent du gainage abdominal, du renforcement des muscles du bas du corps par rapport à l'assiette, le gainage pour la posture du dos, ne serait-ce que pour se préserver de blessures. 3, travail de souplesse, évidemment. C'est difficile d'être liant à cheval, dégager une fluidité générale si on n'a pas une capacité de souplesse minimum. Et en tous les cas, il faut l'optimiser. Travailler aussi sur la coordination. On parle beaucoup d'indépendance des aides. C'est difficile d'être indépendant dans ses aides si on n'est pas coordonné dans ses actions. Donc, travailler là-dessus aussi. Et puis, évidemment, la partie mentale, concentration, confiance en soi, acceptation du risque. Donc ça, c'est vraiment des points qu'il faut savoir
intégrés au processus, sans quoi il manquera des ingrédients à la recette. Sur le plan physique, le cheval et l'humain sont un petit peu différents, non? Sur le plan physique, oui, physiologique plutôt. On peut dire qu'intrinsèquement et proportionnellement surtout, le cheval est plus athlète que l'humain, dans le sens où on parle souvent de la VO2 max sur le plan bioénergétique comme étant quelque chose de majeur. C'est la capacité qu'on a à consommer de l'oxygène, plus ou moins. Plus la VO2 max est élevée, plus on a en capacité de consommer de l'oxygène, et moins on a recours aux filières lactiques pour produire de l'énergie, et avec toutes les limites qu'elles imposent, et notamment la production de lactate. Donc, comme la VO2 max du cheval est supérieure à celle du cavalier, c'est un atout pour lui, indéniable. La réserve en glycogène des chevaux est supérieure proportionnellement à celle du cavalier. Le glycogène, c'est la base essentielle à partir de laquelle on produit de l'énergie, on resynthétise l'ATP au niveau musculaire des cellules musculaires, et donc capacité à l'effort évidemment supérieure. Se dire aussi que les chevaux ont musculairement des fibres rapides supérieures en nombre aux fibres lentes, contrairement à l'humain, ce qui leur donne aussi cette capacité à des contractions musculaires qui soient plus intenses et plus fortes en puissance produite. Donc tout ça pour dire que le cheval, physiologiquement parlant, bioénergétiquement parlant, a des dispositions probablement un peu supérieures à celles de l'humain. Le problème, c'est que voilà, il n'est pas là pour le dire, et que le cavalier se doit vraiment d'avoir une écoute permanente de son cheval, et ne pas oublier qu'au-dessus de tout ça, il y a aussi la manière dont on va savoir le mettre mentalement dans un certain confort dans l'effort, pour que le cheval, dont il faut quand même se souvenir c'est pas son projet à lui, le concours complet, de le mettre dans des dispositions mentales qui le fassent accepter du mieux possible toutes ces charges d'entraînement. Alors pour aller encore de façon encore plus précise dans ce programme d'entraînement, je voudrais qu'on prenne un exemple d'événement, de compétition qu'on s'est fixé en objectif, et qu'on voit un petit peu de façon là très précise les moments qui précèdent cet événement. Quel va être le programme de préparation du cheval? Quand on continue un petit peu le découpage et qu'on essaye d'aller toujours un peu plus précis, on arrive dans cette phase un petit peu dite de compétition qu'on découpe. Là, on parle de microcycle. Un microcycle, c'est quoi? Un microcycle, c'est à peu près une semaine. Donc, si on considère qu'une phase dite de compétition, donc, dont on rappelle qui correspond à peu près au plateau de forme du couple, eh bien, on va être sur 2-3 microcycles entre la dernière phase de récup et la participation à l'objectif principal. Alors, c'est par exemple, si on prend l'exemple de ce qui est fait en équipe de France quand on prépare un gros championnat d'Europe, du monde aux Jeux Olympiques, on va être à peu près sur 3 microcycles d'une semaine, où généralement d'ailleurs, et là pour des raisons sportives un peu plus larges, on s'isole, on se met en groupe pour préparer tout ça. Donc là, je fais clairement référence aux stages finaux de préparation d'échéance, où là, on va être sur un régime, là encore un peu schématique, mais sur une semaine, d'un jour dédié au travail du physique, sur le galop. On dit généralement qu'on galope à peu près une fois tous les 5-6 jours. On va être sur un galop, alors selon qu'il se trouve au début de cette séquence ou à la fin, on va être un petit peu plus dans l'intensité sur le début et moins à la fin, de manière à être davantage sur de la désaturation tout près de l'échéance. On va être sur 3-4 séances de dressage par semaine, 1 ou 2 de saut d'obstacle par semaine, sachant que là aussi, on est davantage, comme en toute période d'affûtage, sur la répétition du produit fini, c'est-à-dire être capable de dérouler une reprise de dressage, être capable d'enchaîner un parcours de saut d'obstacle. Et puis, on va, et on le disait tout à l'heure, l'importance de la récupération, ne pas oublier d'inclure au moins une journée de récupération active dans la semaine de préparation. Donc voilà, c'est sur cette base-là, x3, puisqu'il y a 3 microcycles, qu'on va envisager la phase finale de préparation. C'est ce qui est fait par la majorité des équipes lorsqu'elles préparent un gros événement.
Et puis ajouter, quand on en a la capacité, et notamment quand on s'isole pour le faire, d'essayer de créer une espèce de sauce d'esprit d'équipe, un petit peu comme ça. L'équitation est un sport très individuel, le concours complet aussi, évidemment, il n'y échappe pas. Mais quand on parle de préparation majeure qui concerne plusieurs cavaliers en même temps, très très important, au-delà de tout ce qu'on a pu développer dans l'entraînement dont on a parlé avant, d'essayer de créer une espèce d'alchimie de groupe qui fait qu'on va développer l'esprit d'équipe et qui fait que on va optimiser sa perf sous cet angle-là aussi, puisqu'on est évidemment meilleur quand on a su nouer des liens qu'on n'avait pas imaginé nouer avant d'y aller avec des coéquipiers pour créer une performance commune en terre inconnue, parce que la compétition, c'est une terre inconnue, c'est un nouvel endroit à chaque fois, c'est un nouveau scénario, et que si on n'est pas aussi armé à ce niveau-là, la performance est délicate au regard d'un niveau mondial qui ne cesse de s'améliorer et de progresser. Alors Arnaud, on arrive à la fin de notre entretien. Si vous voulez résumer un peu ton propos, qu'il y a une méthodologie à développer, mais pas que. Exactement. C'est-à-dire que ce que j'aimerais qu'on retienne de tout ça, c'est de se dire que, on gagne vraiment quand on est cavalier de complet et qu'on s'interroge un petit peu sur que dois-je faire pour m'entraîner. On gagne vraiment, à avoir de la méthode, à prendre du recul, à analyser, à anticiper, à programmer, à planifier, parce qu'on évite l'inconnu qui est souvent facteur d'erreurs, voire pire, de blessures, de fatigue, voire d'accidents. Mais parallèlement, de se dire aussi que, et c'est vrai pour l'entraînement en général, mais peut-être encore un petit peu plus pour l'entraînement en équitation, pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire de la présence d'un support de pratique qui est le cheval, qui est vivant, on gagne dans ces cas-là à aussi faire beaucoup appel à son ressenti, à son expérience, à ses sensations, et pour être en capacité permanente de réadapter son plan initial. C'est rare, voire jamais, qu'on suive exactement le plan qui avait été prévu. C'est quasiment jamais le cas. C'est pas pour ça qu'il faut pas avoir de plan. Mais c'est vraiment une constante. Et de se dire qu'entre une vision qui serait celle d'une préparation très rationnelle, très scientifique, et une vision qui serait celle d'une préparation beaucoup plus empirique, presque un petit peu à l'instinct, comme ça, au feeling, probablement la vérité se situe entre les deux. Merci Arnaud. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles sur notre site equipedia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très vite pour un nouvel épisode.